tiers-livre, les 30 minutes. J'ai le chrono, je ne sais pas si je vais m'en servir. C'est le soir. Le soir, en hiver, est toujours un moment où tu sens question de malaise, où finalement tu travailles dès le matin parce que ça retient tout ça à distance. Mais quand tu as fini de travailler, ça te cerne, ça remonte du dedans. J'avais envie de lire. C'est comme si ces rendez-vous, ils revenaient comme une sorte de respiration du fond. Tu conjures. J'avais envie de Kafka. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de le faire là, en partage. Et ce qui me venait de Kafka, c'est une sorte de réminiscence, une sorte de présence. C'est une histoire qui s'appelle « Souvenir du chemin de fer de Calda ». Dans le tome 2 du Pléiade, c'est une traduction de Marthe Robert. Donc, la langue. Je mets le chrono quand même. Souvenir du chemin de fer de Calda. À une certaine époque de ma vie, il y a de cela bien des années déjà, j'occupais un poste sur une petite ligne de chemin de fer au fin fond de la Russie. Je n'ai jamais été nulle part aussi abandonné que là-bas. Pour diverses raisons qui n'ont rien à faire ici, c'est un endroit de ce genre que je cherchais alors. Plus grande était la solitude qui me sonnait aux oreilles, mieux je m'en trouvais, et je n'ai pas l'intention de m'en plaindre, même maintenant. Seul me manquait une activité quelconque au début. Il se peut que cette petite ligne eût été primitivement construite en vue de quelque projet économique. Mais la construction se trouva interrompue, faute de capitaux suffisants, et au lieu de conduire à Calda, la première localité importante dont nous étions séparés par 5 jours de route, la ligne s'arrêta dans une petite colonie, un vrai désert, où il fallait encore tout un jour pour atteindre Calda. Or, même prolongée jusqu'à Calda, la ligne serait nécessairement restée une affaire non rentable pour un temps indéterminé. Le projet tout entier était manqué, le pays ayant besoin de routes et non de chemin de fer. Mais elle pouvait encore moins se maintenir dans l'état où elle se trouvait alors. Les 2 trains qui assuraient le trafic quotidien convoyaient des charges qu'une charrette légère aurait pu transporter et n'avaient guère en fait de voyageurs que quelques ouvriers agricoles l'été. Cependant, l'on ne voulait pas laisser la ligne péricliter tout à fait, car en la maintenant en service, on espérait toujours attirer les fonds nécessaires à la poursuite des travaux. Selon moi, cet espoir lui-même était bien moins de l'espoir que du désespoir ou de la paresse. On laissait fonctionner la ligne tant qu'il y avait encore du matériel et du charbon. On payait à la poignée d'ouvriers employés des salaires irréguliers, rognés comme s'il s'agissait de gratification. Et pour le reste, on attendait l'effondrement de toute l'entreprise. C'est donc sur cette ligne que j'avais un emploi. J'habitais une baraque qui datait de la construction de la voie et servait en même temps de gare. Elle n'avait qu'une pièce, où on avait placé un lit de camp à mon intention et un pupitre en vue d'éventuelles écritures. L'appareil télégraphique était installé au-dessus du pupitre. Au printemps, époque à laquelle j'arrivais, l'un des trains passait à la station de très bonne heure, ce qui fut changé par la suite, et il advenait parfois qu'un voyageur arrivât à la gare tandis que je dormais encore.
Il va de soi qu'il ne restait pas dehors. Les nuits, là-bas, étaient très froides jusqu'au milieu de l'été. Il frappait, je tirais le verrou, et nous passions bien souvent des heures entières à bavarder. J'étais étendu sur mon lit de camp, mon hôte s'accroupissait par terre ou bien, suivant mes instructions, préparait le thé que nous buvions ensuite ensemble en bonne intelligence. Tous ces villageois se distinguent par une humeur extrêmement sociable. Je constatais du reste que je n'étais guère fait pour supporter une solitude absolue, quoique je dusse m'avouer qu'au bout de peu de temps, cette solitude que je m'étais infligée commençait déjà à disperser les anciens soucis. D'une manière générale, j'ai compris que c'est une bien grande épreuve de force pour un malheur que de continuer à dominer constamment Vous savez, c'est ça la règle de mes 30 minutes. Je les mets en ligne sans montage. Donc si tu te plantes, il faut que tu recommences. Et c'est jamais un hasard quand on se plante. Tu sais que l'énergie avait baissé. Puis c'est difficile à lire parce que c'est petit aussi. Je constatais du reste que je n'étais guère fait pour supporter une solitude absolue, quoique je dusse m'avouer qu'au bout de peu de temps, cette solitude que je m'étais infligée commençait déjà à disperser les anciens soucis. D'une manière générale, j'ai compris que c'était une bien grande épreuve de force pour un malheur que de continuer à dominer constamment un être dans la solitude. J'avais pas compris que c'est le malheur qui devenait sujet du personnage. Wow. Là, on est chez Kafka, qu'est-ce que tu veux? La solitude est plus puissante que tout et vous pousse de nouveau vers les hommes. La solitude est plus puissante que tout et vous pousse de nouveau vers les hommes. Ensuite, naturellement, on essaye de trouver d'autres chemins, moins douloureux en apparence, en réalité simplement encore inconnus. Je me liais aux gens de là-bas plus que je n'avais pensé. Ce n'était pas un commerce régulier, bien entendu. Chacun des 5 villages où j'aurais pu avoir affaire était à plusieurs heures de distance, tant de la station que des autres villages. M'éloigner par trop de la station, je ne pouvais guère me le permettre si je ne voulais pas perdre mon poste. Et je ne le voulais nullement, du moins les premiers temps. Je ne pouvais donc pas aller dans les villages même. Et j'étais réduit à la compagnie des voyageurs ou des gens qui ne craignaient pas de faire une longue route pour venir me voir. De ces gens, il s'en trouva dès le premier mois, mais si cordiaux fussent-ils, il était aisé de remarquer qu'ils ne venaient que pour faire un marché avec moi à l'occasion, ce dont ils ne se cachaient d'ailleurs nullement. Ils apportaient toutes sortes de marchandises, et j'étais si content de les voir, surtout certains d'entre eux, que tant que j'eus de l'argent, je commençais par acheter tout, pour ainsi dire les yeux fermés. Il est vrai que je réduisis mes achats par la suite, et ceci parce que j'avais cru remarquer que ma manière d'acheter leur paraissait méprisable. En outre, je recevais des denrées par le train, mais elles étaient de très mauvaise qualité, et encore beaucoup plus chères que celles des paysans. À l'origine, j'avais bien eu l'intention de cultiver un petit potager, d'acheter une vache, de me rendre par là aussi. À l'origine, j'avais bien eu l'intention de cultiver un petit potager, d'acheter une vache et de me rendre par là aussi indépendant que possible des autres. J'avais même apporté des instruments de jardinage et des semences. Il y avait là du terrain en quantité plus que suffisante. C'était une plaine non cultivée qui s'étendait autour de ma hutte, formant un sol tenant et sans la moindre hauteur à perte de vue. Vous voyez, comme l'idée de bêcher et jardiner, a priori quelque chose qui est tout petit, c'est ce qui permet tout d'un coup de faire exister l'immensité du paysage, qui lui est totalement abstrait, monochrome, plat. Il n'y a rien. Mais j'étais trop faible pour venir à bout de cette terre.
Un sol récalcitrant, complètement gelé jusqu'au printemps, et qui résistait même à ma pioche neuve bien tranchante. Ce qu'on y enfouissait en fait de semences était perdu. J'ai eu des crises de désespoir au cours de ce travail. Je restais couché des jours entiers sur mon lit de camp, ne sortant même pas à l'arrivée des trains. Je me contentais de passer la tête par la lucarne pratiquée juste au-dessus du lit et déclarer que j'étais malade. Le personnel du train, qui se composait de 3 hommes, entrait alors chez moi pour se chauffer, mais il n'y trouvait guère de chaleur, car j'évitais autant que possible d'utiliser le vieux poêle de fonte, lequel explosait facilement. Je préférais rester couché, enroulé dans un vieux manteau chaud et couvert de toutes sortes de peaux de bêtes que j'avais peu à peu achetées aux paysans. « Tu es souvent malade, me disent-ils. Tu es un homme débile. Tu ne partiras plus d'ici. » Ce n'est pas qu'ils voulussent me faire de la peine. Ils s'efforçaient simplement, dans la mesure du possible, d'exprimer tout net la vérité. Le plus souvent, ils disaient cela en ouvrant de grands yeux, singulièrement stupides. Une fois par mois, mais toujours à des dates différentes, un inspecteur venait pour vérifier mon registre, me prendre l'argent encaissé et, mais ceci ne se produisait pas toujours, me payer mon salaire. Son arrivée m'était toujours annoncée la veille par les gens qui l'avaient déposé à la dernière station. Il tenait cette information pour le plus grand bienfait qu'ils pussent me témoigner, encore que, bien entendu, je fusse toujours en règle. Je n'avais même pas la moindre peine à me donner pour cela. Mais l'inspecteur, lui aussi, entrait toujours dans la gare avec l'air de quelqu'un qui, cette fois, allait dévoiler sans réserve les fautes de ma gestion. Il ouvrait toujours la porte de la hutte d'un coup de genou et me regardait en même temps. À peine avait-il consulté mon livre qu'il trouvait une erreur. Il me fallait beaucoup de temps pour lui prouver, en refaisant les calculs sous ses yeux, que l'erreur n'avait pas été commise par moi, mais par lui. Il n'était jamais satisfait de ma recette. Puis il donnait une claque au registre et me jetait de nouveau un regard perçant. « Nous serons obligés d'arrêter le trafic, disait-il chaque fois. On en viendra là, répondais-je d'ordinaire. Une fois l'inspection terminée, nos rapports changeaient. J'avais toujours préparé de l'alcool à l'avance, et si possible quelques friandises. Nous buvions à la santé l'un de l'autre. Il avait une voix supportable, mais ne chantait jamais que 2 chansons. L'une était triste et commençait par « Où vas-tu dans la forêt, petit enfant ?» La deuxième était gaie et commençait ainsi « Joyeux compagnon, je suis des vôtres ». Suivant l'humeur dans laquelle je parvenais à le mettre, je recevais mon salaire par portions. Mais c'est seulement au début de ces sortes d'entretiens que je le surveillais avec quelque arrière-pensée. Plus tard, quand nous tombions tout à fait d'accord et pestions sans retenue contre l'administration, il me soufflait à l'oreille des promesses secrètes quant à la carrière qu'il voulait me faire obtenir. Et pour finir, nous nous affalions ensemble sur le lit de camp, dans une étreinte qu'il nous arrivait souvent de ne pas desserrer pendant 10 heures de temps. Il partait le lendemain matin, ayant repris sa qualité de chef. Je restais debout devant le train et saluais. D'ordinaire, il se tournait encore vers moi en montant et disait « Eh bien, mon petit ami, nous nous reverrons dans 1 mois. Tu sais ce que tu risques ?» Je vois encore son visage gonflé, tourné avec effort vers moi. Les joues, le nez, les lèvres, tout se poussait en avant dans ce visage. Les joues, le nez, les lèvres, tout se poussait en avant dans ce visage. C'était la grande diversion qui avait lieu 1 fois par mois et au cours de laquelle je me laissais aller. Si, par inadvertance, il était resté un peu d'alcool, je finissais la bouteille dès le départ de l'inspecteur. La plupart du temps, j'entendais encore le signal du train que l'alcool gargouillait déjà dans ma gorge. Après une telle nuit, la soif était effroyable. C'était comme si un 2e homme était en moi, qui eût passé sa tête et son cou à travers ma bouche pour réclamer à grands cris quelque chose à boire.
L'inspecteur était pourvu. Il emportait toujours dans son train une grande provision de boissons, mais moi, j'étais réduit au reste. Ensuite, je ne buvais plus de tout le mois. Je ne fumais pas. Je faisais mon travail et ne désirais rien de plus. Comme je l'ai dit, le travail n'était pas considérable, mais je le faisais à fond. Par exemple, il m'incombait de nettoyer et de contrôler la voie chaque jour sur 1 kilomètre à droite et à gauche de la station. Mais je ne m'en tenais pas à ce règlement, et j'allais souvent beaucoup plus loin, tellement loin que c'est tout juste si j'apercevais encore la gare. Par temps clair, on pouvait l'apercevoir jusqu'à quelques 5 kilomètres de là, la campagne étant absolument plate. Quand j'étais assez loin pour que la hutte commençât à n'être plus à distance qu'une faible lueur scintillant devant mes yeux, il m'arrivait par suite d'une illusion d'optique de voir une foule de points noirs se déplacer vers la hutte. Mais parfois, il venait quelqu'un, pour de bon, et je me mettais à courir en brandissant ma pioche, refaisant tout ce long chemin en sens inverse. Vers le soir, j'avais fini mon travail et me retirais définitivement dans la hutte. Du reste, je n'avais généralement pas de visite à cette heure-là, le retour au village n'étant pas tout à fait sûr la nuit. Il rôdait toutes sortes de gens sans aveu dans les parages. Mais ce n'étaient pas des gens du pays, ils allaient aussi ailleurs, quitte à revenir ensuite. J'ai été à même de voir la plupart d'entre eux, la station solitaire les attirait. Ils n'étaient pas à proprement parler dangereux, mais il ne fallait pas les traiter sévèrement. Ils étaient les seuls à me déranger vers l'époque des longs crépuscules. Autrement, j'étais couché sur mon lit de camp, sans penser au passé, sans penser à la gare. Ils étaient les seuls à me déranger vers l'époque des longs crépuscules. Autrement, j'étais couché sur mon lit de camp, sans penser au passé, sans penser à la gare. Le prochain train ne passait qu'entre 10h et 11h du soir. Bref, je ne pensais absolument à rien. Je lisais çà et là un vieux journal qu'on m'avait lancé du train. Il contenait des histoires scandaleuses de Calda qui m'auraient intéressé, mais que j'étais incapable de comprendre à partir de cet unique numéro. Chaque numéro présentait en outre la suite d'un roman intitulé « La vengeance du commandeur ». Une fois, j'ai rêvé de ce commandeur qui portait toujours un poignard au côté. Dans une occasion particulière, il le tint même entre ses dents. Je ne pouvais d'ailleurs pas beaucoup lire, l'obscurité venant vite et le pétrole ou la chandelle étant à des prix exorbitants. La compagnie ne me fournissait pour tout le mois qu'un demi-litre de pétrole que j'avais consommé bien avant que le mois fût écoulé pour avoir simplement entretenu la lanterne du train. Le soir, pendant une demi-heure. Mais cette lumière elle-même n'était nullement nécessaire et je cessais tout à fait de l'allumer par la suite, du moins par les nuits de lune. Je prévoyais fort justement que j'aurais un besoin urgent de ce pétrole une fois l'été passé. En conséquence, je creusai une fosse dans un coin de la hutte, y installai un vieux tonnelet de bière passé au goudron et versai dedans chaque mois le pétrole économisé. Le tout était recouvert de paille et personne ne remarquait rien. Plus la hutte puait le pétrole, plus j'étais satisfait. La puanteur ne devenait si forte que parce que le tonneau était fait d'un vieux bois vermoulu qui s'imbibait entièrement de pétrole. Plus tard, j'enterrai le tonneau dehors par prudence, l'inspecteur ayant fait le fanfaron une fois devant moi avec une boîte d'allumettes bougies, et comme je voulais les lui prendre, les ayant jetées tout enflammées en l'air, les unes après les autres, nous étions, lui et moi, et surtout le pétrole, en réel danger. Je sauvai le tout en le serrant jusqu'à la gorge, jusqu'à ce qu'il laissât tomber toutes les allumettes. Pendant mes heures de loisir, je réfléchissais souvent à la façon dont je pourrais bien me garantir de l'hiver. Si je souffrais déjà du froid en ce moment, à la saison chaude, et comme on me le disait, il faisait plus chaud qu'il n'avait fait depuis des années, je ne manquerais pas d'avoir un hiver très pénible
Faire des réserves de pétrole n'était qu'une lubie. Raisonnablement, j'aurais dû accumuler toutes sortes de choses pour l'hiver. Il n'y avait aucun doute sur le fait que la société ne prendrait pas spécialement soin de moi. Mais j'étais trop léger, ou pour mieux dire, je n'étais pas léger. Ma propre personne me tenait trop peu à cœur pour que je me tinsse à faire beaucoup d'efforts dans ce sens. Je ne me trouvais pas trop mal pendant la saison chaude, j'en restais là et m'abstins de faire d'autres projets. L'une des tentations qui m'avait amené à choisir cette gare avait été la perspective de la chasse. On m'avait dit que la région était extrêmement giboyeuse et je m'étais assuré d'un fusil que je pensais me faire envoyer quand j'aurais épargné quelque argent. Or, il apparut qu'il n'y avait pas trace de gibier dans les environs. On ne voyait parfois, disait-on, que des ours et des loups. Je n'en vis aucun au cours des premiers mois. Il y avait en revanche de gros rats, d'une espèce particulière que j'eus bientôt l'occasion d'observer quand ils couraient en bande sur la steppe comme soufflés par le vent. Ces images. Mais le gibier dont je m'étais fait une joie n'existait pas. Ce n'est pas que les gens m'eussent mal renseigné. Ce n'est pas que les gens m'eussent mal renseigné. La région giboyeuse existait bien. Marthe Robert utilise beaucoup donc ces subjonctifs, une grande précision grammaticale. Vialat, lui, prenait plus de liberté, elle l'adaptait dans le remuement de la langue française, mais il y a cette langue allemande, vous savez, où tout arrive comme ça en s'accumulant, et le verbe est à la fin, et c'est le verbe qui permet que la phrase prenne son sens et se fabrique, se donne à vous comme image. Kafka, dans son journal, il a même cette phrase: la force d'une image, c'est le temps qu'on met à prononcer les mots. Et Kafka, d'abord à la maison on parle yiddish, dans la ville, à l'école primaire, on parle tchèque, et puis à partir de 10 ans, il apprend l'allemand. Tout son travail de cadre juridique, avec des fonctions à échelle européenne, c'est ce qui l'emmène souvent à Berlin, à Zurich, tout ça. Là, c'est en allemand, donc un allemand quasi diplomatique, pas un allemand ni idiomatique, ni populaire. Et c'est ça aussi qui donne cette tension avec ces forces d'image. On ne voyait parfois, disait-on, que des ours et des loups. Je n'en vis aucun au cours des premiers mois. Il y avait en revanche de gros rats, d'une espèce particulière que j'eus bientôt l'occasion d'observer quand ils couraient en bande sur la steppe comme soufflés par le vent. Mais le gibier dont je m'étais fait une joie n'existait pas. Ce n'est pas que les gens m'eussent mal renseigné. La région giboyeuse existait bien, mais elle se trouvait à 3 jours de voyage. Je n'avais jamais songé que dans ces pays inhabités sur des centaines de kilomètres, les données des lieux devaient nécessairement être douteuses. En tout cas, je n'avais pas besoin de mon fusil pour l'instant et je pouvais employer l'argent à autre chose. J'allais toutefois devoir m'en procurer un pour l'hiver et je mis régulièrement de l'argent de côté à cet effet. Pour les rats qui s'attaquaient parfois à mes provisions, mon long couteau suffisait. Les premiers temps, quand je me jetais encore sur tout avec curiosité, il m'arriva d'embrocher l'un de ces rats avec mon couteau et de le tenir contre le mur à hauteur de mes yeux. On ne voit les animaux de petite taille qu'à condition de les avoir devant soi, à hauteur des yeux. Si l'on se penche sur eux et qu'on les regarde par terre, on se fait d'eux une image fausse et incomplète, comme si chaque image qui passait fluente, mobile, dès lors qu'elle est prononcée, on peut l'arrêter, et si on la prononce, là, elle vient devant les yeux, on la tient fixe, et c'est ce grossissement incessant qui prend toute la place, qui évacue tout le reste. C'est comme une logique d'enfant, presque. C'est ça qui fait la magie de ces récits, autant qu'ils en créent le malaise. On est comme dans du rêve, on n'est pas dans une paralysie, mais en tout cas une presque
impuissant, ça. Le rat qu'il tient embroché dans son couteau et qu'il tient devant ses yeux, c'est devant vos yeux à lui, à vous, qu'il le tient. Le plus surprenant chez ces rats étaient les griffes. Grandes, légèrement creusées et pourtant très aiguisées au bout, elles étaient bien faites pour fouiller. Le plus surprenant chez ces rats étaient les griffes, grandes, légèrement creusées et pourtant très aiguisées au bout. Elles étaient bien faites pour fouir. Dans le dernier combat que le rat soutenait, suspendu au mur devant moi, il raidit ses griffes dans une détente brusque qui allait apparemment contre sa nature vivante. Elle ressemblait à une petite main qui se tend vers vous. Ça fait beaucoup penser au rat à main humaine aussi que H.P. Lovecraft a créé à peine 10 ans plus tard, mais lui n'a jamais connu Kafka. Dans Rêve dans la maison de la sorcière. En général, ces animaux m'importunaient peu, mais ils me réveillaient parfois la nuit quand ils passaient à toute allure devant ma hutte en claquant sur le sol dur. S'il m'arrivait alors de m'asseoir sur le lit et d'allumer une petite bougie, je pouvais voir travailler fiévreusement dans quelques fentes creusées sous les montants de planches les griffes d'un rat agrippé à l'extérieur. C'était un travail accompli en pure perte. Il lui aurait fallu travailler des jours entiers s'il avait dû creuser un trou assez grand pour lui, et pourtant il prenait la fuite dès que le jour s'éclaircissait en soi peu, ce qui ne l'empêchait pas de travailler comme un ouvrier, conscient de son but. Et il faisait du bon travail. Certes, c'étaient des particules imperceptibles qui volaient sous ses pattes fouisseuses, mais la griffe n'entrait jamais en action sans résultat. Il m'arrivait souvent de contempler ce spectacle longtemps dans la nuit, jusqu'au moment où sa régularité et son calme finissaient par m'assoupir. Tu parles d'un sommeil, tu entends ces griffes de rat autour de toi. Ensuite, je n'avais plus la force d'éteindre la bougie. Et un instant encore, elle éclairait, et un instant encore... Ensuite, je n'avais plus la force d'éteindre la bougie, et un instant encore, elle éclairait le rat dans son travail. C'est extraordinaire. Vous êtes dans l'insomnie, il y a ce bruit, il y a ces griffes, et puis le narrateur se retire de son récit. Ça y est, il s'est endormi. Mais il reste la lumière, et la lumière est claire encore, sans bruit. C'est ce creusement du rat qui cherche à pénétrer là, dans la hutte protégée. Le narrateur s'exclut lui-même de son propre champ de récit. Kafka. Une fois, par une nuit chaude, comme j'entendais encore travailler ses griffes, je sortis prudemment, sans allumer de lumière, pour voir l'animal lui-même. Sa tête, son museau pointu, était penché très bas. Il l'avait presque introduite entre les pattes de devant pour toucher le bois d'aussi près que possible et glisser ses griffes en dessous, aussi loin que possible, en profondeur. Tout était si violemment tendu qu'on aurait pu croire que quelqu'un tenait solidement les griffes à l'intérieur et tirait sur l'animal entier pour le faire entrer de force dans la hutte. Et pourtant le coup de pied dont je tuais l'animal coupa également court à tout. En plein état de veille, je ne pouvais pas tolérer qu'on s'attaquât à ma hutte, qui était mon seul bien. Pour protéger la hutte contre ces rats, je bouchais toutes les ouvertures avec de la paille et de l'étoupe, et chaque matin, j'examinais le sol alentour. J'envisageais également de couvrir le sol, jusque-là simplement de terre battue, avec des planches qui pourraient aussi avoir leur utilité en hiver. Un paysan du village voisin, un nommé Tchékos, m'avait promis depuis longtemps de m'apporter à cet effet de belles planches sèches.
Je l'avais déjà bien souvent régalé en échange de cette promesse, et de fait, il ne restait jamais très longtemps sans venir. Il passait tous les 15 jours, ayant aussi parfois des expéditions à faire par le train, mais il n'apportait pas les planches. Il y avait tout un choix de prétextes pour s'en excuser, le plus fréquent consistant à dire qu'il était lui-même trop vieux pour traîner une telle charge et que son fils, qui, lui, apporterait les planches, était justement occupé aux travaux des champs. Or, à ce qu'il prétendait lui-même, et cela paraissait être exact, Djekose avait beaucoup plus de 70 ans, mais il était grand et encore très vigoureux. Il lui arrivait en outre de changer de prétexte, et un autre jour, il parla des difficultés qu'il avait à se procurer des planches aussi longues que celles dont j'avais besoin. Je n'insistais pas. Ces planches ne m'étaient pas absolument nécessaires. C'était Djekose lui-même qui m'avait suggéré l'idée d'en revêtir le sol. Peut-être un revêtement de ce genre n'était-il pas du tout avantageux. Bref, je pouvais écouter tranquillement les mensonges du vieillard. Je l'accueillais invariablement par « les planches, Djekose ». Aussitôt les excuses arrivaient dans un langage à moitié bégayé. Je devenais inspecteur, capitaine ou même simplement télégraphiste. Il me promettait non seulement d'apporter les planches un jour prochain, mais encore de faire enlever toute la hutte par son fils et quelques voisins et de bâtir une maison solide à la place. Ça y est, 30 minutes. Oui, je croyais que la nouvelle tenait en moins de 30 minutes. Bon, allez, on va jusqu'au bout. Il y a juste une page. Je l'écoutais jusqu'au moment où tout cela me fatiguait et où je le poussais dehors. Mais une fois à la porte, il sollicitait encore son pardon en levant ses bras, prétendument si fragiles et avec lesquels, en fait, il eût pu broyer un homme adulte. Je savais pourquoi il n'apportait pas les planches. Il pensait que j'en aurais un besoin plus urgent à l'approche de l'hiver, que je paierais mieux alors, et de plus que lui-même garderait une plus grande valeur à mes yeux tant que les planches ne seraient pas livrées. Naturellement, il n'était pas bête et savait que je connaissais ses arrière-pensées, mais dans le fait que je ne profitais pas de cette connaissance, il voyait un avantage qu'il voulait préserver. Cependant, tous les préparatifs que je faisais pour protéger la hutte contre les bêtes et pour me garantir en vue de l'hiver durent être interrompus quand, mon premier trimestre de service touchant à sa fin, je tombais sérieusement malade. Jusqu'alors et pendant des années, j'avais échappé à toute maladie, même à la plus légère indisposition, mais cette fois-ci je tombais malade. Cela débuta par une toux violente. Kafka aussi, vous savez, à partir de 22 ans, il sait qu'il est malade de la tuberculose. Les antibiotiques seront inventés 12 ans après son décès, en 1935. Et toute sa vie, toutes ces années, ça aura de résister, de combattre, de faire une guerre enragée à cette chose qui le mange à l'intérieur de lui. C'est pour ça que quand on lit des récits comme ça, tout résonne, tout résonne. Cela débuta par une toux violente. Il y avait à quelques 2 heures de la station, en allant vers l'intérieur du pays, un petit ruisseau où j'aimais aller chercher ma provision d'eau, que je transportais ensuite dans un tonneau ou une voiture à bras. Je m'y baignais souvent aussi, et cette toux en était la conséquence. Les accès étaient si violents que je me tordais en deux, ne croyant pas possible de résister à la toux si je ne me tordais pas pour rassembler toutes mes forces. Je pensais que ma toux allait épouvanter le personnel du train, mais il la connaissait et la nommait la toux de loup. Dès lors, je commençais à percevoir le hurlement à travers la toux. J'étais assis sur un petit banc devant la hutte et saluais le train par un ululement qui accompagnait aussi son départ. Au lieu de m'étendre la nuit, je m'agenouillais sur le lit de camp et enfouissais mon visage dans les peaux de bête pour en soustraire au moins à la nécessité d'entendre le hurlement. J'attendais avec une vive impatience le moment où la rupture de quelques vaisseaux essentiels mettrait fin à tout.
Mais il ne se produisit rien de tel. La toux passa même au bout de peu de jours. Il existe une tisane qui la guérit, et l'un des mécaniciens me promit de m'en apporter. Mais il m'expliqua qu'il ne faudrait la prendre que le 8e jour après le début de la toux. Autrement, elle serait sans action. Le 8e jour, il me l'apporta vraiment, et je me rappelle qu'à part le personnel du train, 2 voyageurs, 2 jeunes paysans entrèrent dans ma hutte afin d'entendre la première toux qui suit l'absorption de la tisane, car elle passe pour être de bons présages. Je bus, toussai, et crachai la première gorgée à la figure des assistants, mais je me sentis vraiment soulagé tout de suite, et ceci bien que la toux se fût assurément déjà atténuée depuis 2 jours. Mais il m'en resta une fièvre qui ne cessa pas. Cette fièvre me fatiguait beaucoup. Je perdais toute résistance. Il pouvait arriver que mon front se couvrît de sueur de façon absolument imprévue. Je tremblais alors de tout mon corps, et il me fallait me coucher, n'importe où, en attendant de revenir à moi. Je voyais fort bien que je n'allais pas mieux, mais plus mal, que j'avais grand besoin de partir pour Calda et d'y rester quelques jours, jusqu'à ce que mon état s'améliore. Fin. Qu'est-ce que sont les fins des histoires de Kafka? Ensuite vient, par ordre chronologique, Die Strafkolonie, la colonie pénitentiaire, où là, texte plus long, Kafka l'a sans doute travaillé sur plusieurs nuits, il y a une fin, une construction. Là, Calda, on enchaîne les figures, et c'est un petit peu comme la construction du château. Ces figures se multiplient, et on n'a plus du tout de contexte, de réel. Si, le réel, c'est la toux, là, à l'intérieur de vous, ce hurlement de loup qui guérit, mais qui vous laisse la fièvre encore plus terrible parce qu'elle est silencieuse, ne se manifeste pas. Mais Kafka écrit tous les soirs, à partir de 22h30. Quelquefois, le texte permet de le continuer, de le reprendre. D'autres fois, on commence autre chose, et puis on laisse, on accumule. Et puis quand vous en avez 1200 pages d'accumulation comme celle-ci, je crois qu'on la garde à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'on garde? Le souvenir du chemin de fer de Calda. Est-ce qu'il l'a publié? C'est bien, oui, je vous accueille dans ma petite vie. On est là, le soir. On est dans les livres, on se promène dans un livre. Le livre vous emmène à un autre endroit dans l'intérieur du livre. On a rapproché ce fragment avec de bonnes raisons du fragment un jeune étudiant ambitieux, etc., etc. Non, c'est pas un texte que Kafka a publié de son vivant. C'était les 30 minutes avec un petit dépassement.